On va voir qu'est-ce qui fait que les cellules grandissent et se multiplient. Et je partage ça autour de 3 éléments. Donc, le premier, c'est le respect des charismes. Le deuxième, ce sera le rôle du prêtre. Et le troisième, l'intégration, principe d'intégration. Donc, dans le respect des charismes, un premier charisme, c'est celui d'évangélisation. Des gens qui vont vers les autres et puis ça touche les cœurs. Un deuxième, c'est le charisme de formation. Donc, ce qui nous a aidé beaucoup ici dans les dernières années, ça a été l'année que Luc a passé ici. Donc, Luc a un charisme de formation. Il est capable de s'arrêter puis de donner 1, 2, 3, 4, 5. Hein? Donc, il a, très humblement ce matin, il dit qu'il a été d'abord formé par Pascal, c'est vrai, qui était son leader, et ensuite lui-même a donné la formation. Et à un moment donné, pendant l'année qu'il était ici, moi, je lui ai délégué complètement la formation. Donc, lui, à partir de ce manuel-là ou d'autres manuels, les gens, parce que la formation, on ne la donne pas seulement au début, sans cesse, on redonne la formation pour les nouveaux. Donc, quelqu'un qui a un charisme de formation, c'est important parce que les gens ont besoin de sentir qu'ils grandissent. Ils ne viennent pas à la cellule, puis c'est toujours pareil, une semaine après l'autre, toujours la même affaire, puis on se répète. Puis c'est pas ça. On vient à la cellule pour grandir. Et actuellement, on a de plus en plus d'outils pour ça, pour la formation. Donc, si dans nos cellules, il y a quelqu'un qui a un charisme de formation, bien, tu l'accroches, hein, tu discernes son charisme et tu lui confies cette partie-là de la formation. C'est super important. Donc, ça nous a aidé beaucoup à ce que les cellules grandissent. Ensuite, le charisme de discernement, pour reconnaître ça. Normalement, ce serait le rôle du prêtre ou du leader, mais des fois, c'est d'autres personnes. On se fait aider par d'autres personnes qui disent tout de suite, hey, lui, tu devrais, lui, là, telle affaire, hein, capable de discerner les dons de chacun. Donc, quand on a ça dans nos cellules, bien, ça nous aide à aller de l'avant. Puis, le charisme de vision. Il y a des gens qui sont des visionnaires, c'est ceux qui portent l'espérance et nous encouragent toujours. Tu sais, les gens, la majorité des gens ont plutôt tendance à se plaindre. Majorité. Tu sais, je sais pas, on est fait comme ça. Ah, mais c'est plate, il y a telle affaire. Puis, ah, ben, il me semble que lui, il ne rentre pas dans l'esprit des cellules, puis ça ne grandit pas. Puis là, ben, l'autre, elle m'a blessé. Puis là, hein? Bon, facilement, on va se plaindre. Alors, des gens qui ont un charisme de vision, c'est des gens qui ne s'arrêtent pas à ça, mais qui disent, regarde, c'est par là qu'on s'en va. Là. Hein? Donc, ils ne diront pas nécessairement de même, mais sans cesse, ils nous relancent vers c'est quoi on s'en va. Parce que si on s'arrête à toutes nos bébites, on n'arrêtera jamais, on n'avancera jamais. C'est sans fin. Hein? Il y en aura toujours des accrochages, puis on ne peut pas toujours toutes les régler une par une. Mais à un moment donné, on voit plus loin, puis là, oups, on se remet en marche. Don Pidgey, dans son enseignement ce matin, c'est vers ça qu'il essaie de nous lancer. Là. Et on va de l'avant. Ça, c'est-tu lever la main ou c'est... Bon, et puis, différents autres charismes, vous voyez, de respect des charismes, accepter que dans nos cellules, nous sommes différents, et plus on est différent, mieux c'est. Plus on est différent, mieux c'est pour la mission d'évangélisation. Et ça demande un effort, parce que notre tendance naturelle, c'est d'être avec des gens qui nous ressemblent. Et si on est trop des gens qui se ressemblent, la cellule ne peut pas grandir. Donc, respect des charismes. Bon, là, actuellement, on a quand même plusieurs outils qui nous aident à déplafonner. Parce qu'il y a plusieurs églises, il y a plusieurs cellules qui ont vécu cette expérience-là. On forme une cellule, on a beaucoup d'élan, puis après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il me semble qu'on ne se multiplie pas, puis ça nous décourage. Alors, dans les outils qui ont été les plus efficaces, il y a les 8 défis du leader. Parce que les 8 défis du leader, ça ouvre comme 8 chemins hein, pour qu'est-ce que je dois faire pour que ma cellule croisse et se multiplie. Et quand on entre dans cette dynamique-là, ça montre toutes sortes de choses. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses très concrètes. Donc, les 8 défis du leader, c'est très intéressant. Et là, l'autre outil, donc, c'est les dynamiques de croissance, qui a été présenté par Mario dans le groupe B, et qui, dans les dynamiques de croissance, qui inclut l'accompagnement 1 à 1. Donc, on insiste de plus en plus pour que les gens apprennent à s'accompagner les uns les autres. Puis ça nous sort de notre individualisme. Hein, d'avoir quelqu'un, on s'accompagne l'un l'autre avec un outil comme ça pour s'assurer qu'on est en croissance. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à grandir, puis pour m'aider à vérifier si je grandis. Parce qu'autrement, la vie va tellement vite, puis on fait notre petite routine, puis les choses passent, puis les semaines passent, puis bon, finalement, tu sais,
Alors, l'outil des 5 dynamiques et l'accompagnement dans le 1 à 1 est là pour nous aider à grandir. Ça, c'est motivant. Et comme disait Ghislaine tantôt, quand on grandit, normalement, là, nos charismes doivent émerger. Ça fait partie de la croissance. Ensuite, il y a le rôle du prêtre. Bon, c'est sûr que c'est important, là. Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas passer à côté. Hein? On travaille toujours en collaboration avec un prêtre quelque part. On travaille toujours dans l'espérance qu'avec ce soit notre prêtre de notre paroisse qui puisse nous accompagner. Bon. Donc, le rôle du prêtre, c'est d'abord le rôle d'accueil et d'accompagnement. Juste être ouvert. Des fois, à notre prêtre, on peut lui demander juste ça. Juste que tu sois là. C'est tout ce qu'on veut. Sois présent. Accueille-nous, accompagne-nous. Pour sentir le lien d'Église. Ce matin, on n'a pas eu le temps. Là, je voulais dire un mot suite à l'intervention de Luc, mais c'est important ce lien-là, ce lien d'Église. Ce qu'on appelle la reconnaissance ecclésiale de la cellule. Hein? Parce que c'est ça l'Église. Quand Jésus dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux », c'est l'Église, c'est ça. 2 ou 3 réunis au nom de Jésus, on rend Jésus présent, mais on fait un lien quelque part en Église. Donc, accueil, accompagnement. Ensuite, le rôle le plus visible, celui dont on parle le plus souvent, c'est le rôle d'enseignement. Donc, vous savez que dans la forme typique des cellules paroissiales d'évangélisation, c'est le prêtre donne l'enseignement chaque semaine ou chaque 15 jours, un enseignement audio que les cellules écoutent, partagent. Donc, dans cette forme-là, c'est génial parce que les gens entendent la voix de leur pasteur. Il y a un lien direct avec le prêtre de chez nous. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est ça l'objectif. Bon, on peut prendre l'enseignement de quelqu'un d'autre puis se débrouiller tant bien que mal, mais c'est pas la même dynamique, là. Parce que le but, c'est pas juste d'avoir un enseignement, c'est d'avoir un enseignement qui nous met en communion avec notre prêtre. Tu sais, moi, quand j'étais ici, je faisais un enseignement, je sais qu'il y a 13 cellules d'évangélisation, donc une centaine de personnes qui chaque semaine vont écouter cet enseignement-là, bien assis dans leur salon, ils vont prendre le temps de le partager. Mais c'est formidable. Hein, ça crée un lien de formation extraordinaire avec les gens de notre milieu. Donc c'est ça chez nous, ça je ne l'ai pas dit tantôt, mais à Amos, actuellement, l'objectif c'est d'avoir des cellules diocésaines d'évangélisation, où l'enseignement serait fait effectivement par l'évêque. C'est ça. Puis ça peut être une motivation pour l'évêque aussi, c'est-à-dire, parce que même les évêques, des fois, ils ont très peu l'occasion d'exercer ce qui devrait être, ce qui est premier, en fait, dans la présentation des évêques. La première mission, c'est l'enseignement. Et de fait, quand est-ce qu'ils enseignent? Ils font des homélies de temps en temps, puis souvent, c'est des homélies de fête, puis de centenaire, puis bon, alors ça peut être une belle occasion. Voilà, c'est beau, tu vois, on discerne ensemble. Ensuite, c'est la formation. Donc, dans les rôles du prêtre, l'enseignement. Normalement, surtout dans l'Église d'aujourd'hui, on insiste beaucoup, le prêtre devrait être un formateur. Son rôle, c'est de former. Former les gens, former les paroissiens, former les laïcs, former les baptisés. Et ça, c'est quelque chose d'un peu neuf. On entend dire, moi, je n'ai pas connu ça parce que je suis relativement jeune, mais on entend dire que la dynamique d'avant, c'était que c'était le prêtre qui faisait tout, qui enseignait tout, puis les gens y exécutaient. Bon, on sent bien que c'est plus ça du tout. On entre dans une dynamique où le prêtre doit être sans cesse en train de former des gens qui vont agir, qui ne vont pas juste être des exécutants, mais qui vont avoir des responsabilités, qui vont exercer un leadership, dont le leader de cellule d'évangélisation. Former des leaders de cellules devrait être dans les priorités du prêtre. Bon. Là encore, s'il n'y a pas ce charisme-là, il peut le demander à quelqu'un d'autre. Il peut y avoir quelqu'un qui a, on l'a vu tantôt, un charisme de formation. Il lui confie cette responsabilité-là, mais c'est quand même, ça relève de lui. Je peux demander à quelqu'un de le faire, mais c'est ma responsabilité de former les gens. Parce que sinon, tout dépend toujours de nous. Que ce soit moi comme prêtre ou dans n'importe quelle de nos fonctions, si on ne forme pas d'autres personnes, ça veut dire que tout relève de nous tout le temps. Si moi je disparais, tout arrête. Alors que c'est le contraire.
Dans ma mission, c'est la vision de multiplication, c'est que je suis toujours en train de former des gens. Je suis toujours en train de préparer à disparaître. Je forme des gens qui vont continuer. Si Jésus n'avait pas agi comme ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Hein? Jésus a choisi 12 pour pouvoir les former en étant avec eux. C'est pour ça qu'il les a choisis. Il n'a pas choisi parce qu'il s'ennuyait, puis choisi pour qu'avec eux, il les forme, en chemin faisant, en le voyant agir, et puis tranquillement en les envoyant en mission, puis pour qu'ils puissent continuer après. Donc, le rôle du prêtre, c'est la formation. Ensuite, discernement et vision. Donc, d'abord, vision, normalement. Le rôle du prêtre, c'est de communiquer la vision à l'ensemble de sa paroisse. C'est vers là qu'on s'en va. C'est ça qu'on veut vivre. Et dans cette vision, il y a toute la dimension qu'on a parlé tantôt de la greffe. Normalement, c'est le prêtre de la paroisse qui porte ça. Comment va se faire ce nouveau qu'il faut greffer sur l'ancien? Bon. On peut pas coudre du vieux sur du nouveau, nous dit l'Évangile, mais on peut le greffer. C'est pas pareil, mais c'est là qui est l'art. Là. Si on veut mettre ça ensemble, ça ne marche pas. Mais comment greffer un dans l'autre en reconnaissant qu'est-ce qui meurt, qu'est-ce qui naît. Hein? Exactement. C'est ça, exactement. En plein ça, c'est une belle image, hein, la greffe au niveau du corps. Là. C'est ça. Donc, c'est le rôle du prêtre de faire ça. Mais encore une fois, il peut se faire aider. Et puis, il y a la question de la structure. Donc, nous, ça nous a aidé beaucoup à Joliette, puis c'est ce qui fait que les cellules continuent encore. Structure souple pour la croissance. C'est le chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens. Donc, Saint Paul dit, le corps tout entier croît jusqu'à la pleine stature du Christ. Et il croît grâce à deux choses. Grâce aux articulations internes, qu'il dit, et à l'amour. Pour que l'Église grandisse de manière organisée, de manière structurée, il faut ces deux choses-là. Il faut de l'amour, il faut qu'on s'aime. Mais l'amour ne suffit pas. Il faut des articulations, il faut des liens, il faut une structure. Donc, nous, on a créé une petite structure simple. Donc, il y a des leaders de cellules, puis on a 4 leaders de zone qui accompagnent un certain nombre de cellules. Moi, je réunis les 4 leaders de zone, puis eux réunissent leurs leaders de cellules, puis c'est comme ça qu'on reste unis. Mettons, dans l'image idéale, si je rassemble un petit groupe de 5 personnes au départ, dans ma vision, ces 5 personnes-là vont être les leaders de zone dans 2 ans, dans 3 ans. Ils vont être leaders des 5 zones. Quand il y aura 20 cellules, ils auront chacun 4 cellules. Bon. La vie apporte des fois des changements, mais ma vision, c'est celle-là, effectivement. Donc, c'est important que je m'assure que personne ne se sent seul. Personne n'est jamais laissé seul. Tout le monde a toujours quelqu'un à qui se référer. Donc, le leader de zone, c'est ça. Le leader de zone, donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est réunir les leaders de sa zone. Okay. Mettons, il y a sur 20 cellules, le leader de zone, lui, il y a 4 cellules qui accompagnent. Donc, les 4 leaders, avec leurs co-leaders, il les réunit à peu près une fois par mois. Là. Et ensuite, à chaque semaine, il va visiter une cellule. Okay. Il va visiter. Il a visite pour être présent, voir un peu comment ça se passe, accompagner la personne. Donc, ça, c'est un petit peu délicat, mais ce lien de confiance se développe, puis les gens sont contents. Puis ça rassure aussi les gens de la cellule. Oui, ils se ressourcent en même temps. Oui, c'est ça. Oui, et puis il connaît les gens, etc. Ce qui fait que concrètement, moi actuellement, même si je suis à Amos, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui permet d'accompagner quand même les cellules? C'est, l'enseignement, je l'envoie par Internet. Ça, c'était déjà comme ça avant. C'est simple, ça, c'est pas compliqué. 2, moi, ce que j'ai à faire, c'est d'accompagner mes 4 leaders de zone. Donc, je les appelle. On reste en contact. Et chaque fois que je viens à Joliette, on a une rencontre de la cellule guide, moi, avec ces 4 leaders de zone-là. Oui, ce qui fait que ça crée une structure qui est souple, qui est facile, puis, bon, même si ce n'est pas le contexte idéal, ça se fait, ça s'accompagne. À Amos, ici, on a des cellules diocésaines, mais qu'est-ce que fait l'évêque? L'évêque fait ça, il réunit ses leaders de zone, de temps en temps, puis il fait l'enseignement. Puis comme ça, il est toujours en contact avec ce qui se vit dans les cellules. Donc, cette structure, c'est le rôle du prêtre, d'assurer comme ça ce lien.
petite structure, et lui, il peut comme ça accompagner tout le monde de manière en Église. On sent qu'on est en Église. Ça va-tu pour le rôle du prêtre? Et le troisième point, c'est la question d'intégration. Donc ça, c'est un petit peu nouveau. Ça, c'est un peu une marotte à la Mario Saint-Pierre, là. Mais c'est une bonne marotte. Dans le manuel de base, ici, en fait, dans le manuel de base, il y a une préface, une longue préface, très dense, mais qui est, moi, je trouve, la plus belle petite synthèse là, sur qu'est-ce que c'est les cellules d'évangélisation. Donc, c'est Mario qui a fait vraiment quelque chose de très, très synthétique, là. Et un des points, donc, c'est l'intégration. Alors, l'intégration, ça inclut d'abord l'intégration cellulaire. C'est l'idée de dire que dans une cellule, ce qui est une grande, grande richesse, c'est que la personne qui vient à la cellule d'évangélisation vit la vie chrétienne intégrale. Toutes les dimensions de la vie chrétienne sont présentes. Il y a la dimension de la prière, mais ce n'est pas juste un groupe de prière. Il y a la dimension de la fraternité, mais ce n'est pas juste un groupe de vie fraternelle. Il y a la dimension de l'évangélisation. Il y a tout le lien avec la vie de l'Église. Il y a à travers les annonces, on le met en contact avec la vie de l'Église. Et ça, c'est une grande richesse parce qu'une de nos pauvretés dans notre structure paroissiale de service, c'est qu'on a des services spécifiques. Les gens viennent à la paroisse pour un service qui est spécifique, qui souvent il est très peu intégré. Entre autres, mettons tout le volet de la catéchèse, de la préparation au baptême, etc. Souvent, très souvent, dans plusieurs communautés, la personne vient, s'inscrit à la catéchèse avec son enfant et rencontre jamais la communauté chrétienne. Elle fait sa catéchèse, puis elle s'en va, puis c'est fini. Il n'y a pas cette dimension intégrale de toute la vie chrétienne. Donc, dans les belles expériences qu'on a vécues, c'est, entre autres, mettons l'exemple d'Angélique. Angélique, c'est une jeune fille de 26 ans qui est venue frapper au presbytère en disant « Je vais être baptisée ». Bon, c'était à Joliette. Qu'est-ce qu'on fait avec elle? T'sais, on commence à en avoir un peu des baptêmes d'adultes, mais ça ne court pas les rues encore. T'sais. Alors, ça peut être vu comme un problème. Parce que je ne sais pas quoi faire avec ça. Vas-tu commencer à faire un catéchuménat juste pour une personne? Bon. Mais quand on a les cellules d'évangélisation, ce n'est pas un problème, c'est un cadeau. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut. Hein, que des personnes... Donc, je l'ai accueillie et tout de suite, je l'ai confiée à une cellule d'évangélisation. Et là, elle a fait le cheminement le plus extraordinaire avec le catéchuménat, qui était un aspect de son cheminement, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était la vie de la cellule, la rencontre des gens. Avec ces gens-là, elle est mise en contact avec toutes sortes de réalités de l'Église. Donc, intégration. Hein? La cellule est un lieu d'intégration. Ensuite, c'est l'intégration ecclésiale. C'est ce que faisait allusion, je pense, tantôt Robin. L'intégration ecclésiale, c'est de reconnaître ces cellules-là comme étant l'Église. Hein? Tantôt, on le disait un peu, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Ce n'est pas un petit groupe quelconque qui erre, c'est l'Église. La cellule, c'est l'Église. Et dans les années qui viennent, ce sera de plus en plus, en fait. Dans nos petites communautés, au diocèse d'Amos, il risque de rester juste ça dans les paroisses. C'est tout ce qui va rester, 1 ou 2 petites cellules d'évangélisation. C'est l'Église. Donc, l'intégration ecclésiale, c'est cette reconnaissance. C'est l'Église, un petit groupe. Par les leaders sont liés. Il y a une petite structure qui fait qu'on est liés, on est unis. On est l'Église, c'est un réseau de communautés. Puis c'est juste normal. Quand Jésus dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom », c'est où que 2 ou 3 sont réunis en son nom? C'est pas dans l'Église, c'est dans les maisons, 2 ou 3. C'est normal que dans nos maisons, on se réunisse au nom de Jésus. Actuellement, on vit c'est le contraire. Ce qu'on vit, c'est pas normal, parce qu'il y a si peu de maisons où on se rencontre pour prier ensemble, partager ce qu'on vit. Très peu. Hein? Alors, la reconnaissance, c'est l'Église. On se rassemble, c'est normal. On prie, on partage. Et le troisième niveau d'intégration, c'est l'intégration pastorale. Donc, bon, je faisais allusion un petit peu tantôt à travers l'exemple d'Angélique que je vous ai donné, mais on est appelé à aller beaucoup plus loin que ça. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que dans un premier temps,
les cellules se développent un peu à côté des services pastoraux de nos paroisses. Il y a les services pastoraux, puis il y a les cellules. Souvent, ce n'est pas le même monde. Souvent, les gens des services pastoraux, ils regardent les gens des cellules comme ça, puis les gens des cellules, regardent ça. Non, c'est deux réalités. Ouais, c'est deux réalités. Bon, souvent, c'est comme ça. Donc, le défi pour que ça puisse grandir, c'est l'intégration pastorale. C'est découvrir que les services pastoraux, de plus en plus, vont se faire à travers une expérience de cellules d'évangélisation ou d'évangélisation. L'intégration pastorale, c'est quand des communautés vont un peu plus loin et à quelque part, ils imposent quelque chose. Bon, mettons, l'exemple actuellement la plus célèbre, c'est l'exemple de Fontainebleau. Fontainebleau, c'est une paroisse dans le sud de la France. Pas Fontainebleau à côté de Whedon, là. Mais... Donc, ils ont une quarantaine de cellules d'évangélisation et eux, ils ont opté pour faire toute la pastorale du baptême à travers les cellules. Donc, si quelqu'un appelle pour faire baptiser un petit enfant, donc un couple appelle, très bien, prend leur nom, Et puis là, la personne qui est responsable de ça regarde où est-ce qu'ils habitent et elle appelle la cellule la plus proche d'où ils habitent. Et puis là, les gens de la cellule appellent. Oui, vous avez demandé pour être baptisé, ça nous fait plaisir. Venez, on se rencontre tel soir. Et ils vivent 2 rencontres de cellules d'évangélisation. Ou quand on sait qu'on reçoit un couple comme ça, bon, on adapte un peu la rencontre de cellules. Donc, ça a beaucoup d'avantages. Le premier, évidemment, c'est de mettre en contact avec une communauté chrétienne. Le deuxième, c'est la proximité. C'est le deuxième voisin, là. Il n'appelle pas pour dire, ben là, je ne peux pas y aller à soir parce qu'il y a trop de neige. Ou, non, de toute façon, Fontainebleau, il n'y a pas de neige, là, mais... Tu sais, où je suis malade, oui, bonjour, tu es malade? Ah, OK. Bon. Donc, c'est lien de proximité qui fait qu'après, ben, il y a un lien qui a été créé, là. C'est ton deuxième voisin, là. Bon, ça, il est comme pris dans le filet, là. Hein? Et l'autre dimension, c'est que ça permet à l'ensemble de la communauté de participer à la pastorale du baptême. C'est pas une affaire, on nomme quelqu'un, puis la pastorale du baptême, c'est elle s'organise avec ça. Tu ne payes pas personne. Puis on ne paye pas personne, exactement. C'est ça. Et donc, intégration pastorale. C'est normal, c'est la vie normale de l'Église, de se réunir, de partager, de prier. Tu rencontres des gens. Quand on est allé à Milan, à Rome, c'est-à-dire au printemps, un des témoignages qu'il y avait la veillée de Pentecôte, c'était un monsieur, un papa, qui s'est converti comme ça. Donc à Fontainebleau, il est allé pour les 2 rencontres de pastorale du baptême. Et le simple fait d'être accueilli par des gens qui partagent du monde ordinaire, là, qui partagent ce qu'ils vivent, puis c'est pas une catéchèse spéciale, là. Lui, ça a touché son cœur, puis il est revenu à l'Église. L'exemple pour la confirmation, à Sanary, ils ont fait ça. Ils ont fait effectivement des cellules d'ados. Donc, au lieu de faire l'aumônerie comme il se fait en France traditionnellement, donc cellules d'ados, où ils donnent la catéchèse, mais en les initiant à la formule de cellules d'évangélisation. Donc, prière de louange, partage de vécu, enseignement, pour qu'ils entrent tranquillement dans cette réalité. Pour éviter que ce soit juste la catéchèse. Et là, à la fin du parcours, ben là, ils peuvent mettre sur pied, continuer dans des cellules d'adolescents. Et eux, ils alternaient. Une semaine, c'était la rencontre de cellules, et l'autre semaine, le souper pizza, avec tout le monde. Là, puis, c'est ça. Ouais. Donc, différentes sortes de choses qui sont possibles. L'intégration pastorale, qui nous font sortir, quand ça ouvre des chemins nouveaux, qui fait sortir des cadres traditionnels. Puis, alors, moi, je vous invite à commencer. On plonge, on n'est pas pressé, on y va. Ce qui est important, c'est de commencer. Dans 2 semaines, on part. Oui, c'est ça, exactement. Puis doucement, on crée des liens, on s'enracine. C'est une voie d'avenir. C'est une voie d'avenir. Il n'y a pas de...